Globals. Merci de nous retrouver en direct, amis téléspectateurs, pour cette autre séquence de réflexion qui nous dirige, qui nous amène tout droit du côté du Congo-Brazzaville, où à moins de 2 semaines donc de l'élection présidentielle prévue le 15 mars prochain, les enjeux dépassent largement les frontières de ce pays d'Afrique centrale. Dans ce contexte régional déjà assez tendu avec les questions économiques, eh bien, ce scrutin devient le point de convergence de stratégies internationales de grande ampleur et en particulier celle de Paris, la France. Justement, Paris, longtemps partenaire historique de Brazzaville, s'agace depuis peu de la diversification des partenariats imposés effectivement par le président sortant, Denis Sassou Nguesso, affirme aujourd'hui sa volonté de voir émerger, parlant de Paris, une alternance politique à la tête de l'État, une intention martelée publiquement, mais surtout diplomatiquement, qui résonne pour beaucoup comme une ingérence forte dans les affaires intérieures au Congo-Brazzaville. Ce soir, nous analyserons donc ce qui signifie cette expression. Pression extérieure est-elle une véritable poussée démocratique ou un repositionnement stratégique de la France en Afrique, principalement en Afrique centrale, une forme de conditionnement politique à l'égard donc de l'électorat congolais? On fait le point dans le cadre de cette édition de Regard sur le monde qui s'ouvre à l'instant. Vous nous retrouvez, vous amis téléspectateurs. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Regard sur le monde qui s'ouvre à l'instant. Congo-Brazzaville, je rappelle, un dialogue politique s'est ouvert depuis le 16 de ce mois et doit d'ailleurs se refermer demain, comme cela est de tradition à l'approche d'une consultation comme celle-là. Eh bien, l'ensemble de la classe politique locale, qu'elle soit de la majorité présidentielle ou encore de l'opposition, se donne une véritable feuille de route à l'effet de permettre effectivement que cette l'élection qui est en cours se déroule dans les conditions les plus apaisées possibles, car après une élection présidentielle, il y a un Congo qu'il faudra préserver. On fera le point autour de cette actualité, le temps pour nous d'accueillir avec notamment beaucoup d'intérêt le panel qui nous accompagne le temps de cette réflexion. Direction donc Brazzaville pour retrouver Rothlin Koud et Toka Beka. Vous êtes visionnaire engagé pour l'éveil de la jeunesse congolaise, de l'excellence et de l'engagement technologique dans votre pays. C'est un réel honneur, Rothlin, de vous accueillir dans cette édition. Bienvenue à vous. Rothlin Koud, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, nous sommes dans un engagement dynamique pour une nouvelle vision de la jeunesse face à des objectifs de la technologie et de l'avenir du Congo de manière plus digitalisée. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir honoré à cette invitation dans le cadre de ce plateau de Regard sur le monde. Allez, un journaliste non moins panafricaniste qui est avec nous sur ce plateau, un homme qui a du cœur pour le Congo-Brazzaville, directeur de publication du journal Afrique Amage. Monsieur Alain Billon, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour, bonsoir, monsieur Fabrice. Bonsoir à mon copanéliste qui venait de parler, justement, Rothlin. Voilà. Je dis bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve ici ce mercredi. Nous avions été là mercredi dernier et encore aujourd'hui pour parler justement des choses qui concernent l'Afrique et beaucoup plus précisément de l'Afrique centrale. Vous savez que l'Afrique centrale est le coin, je peux dire, peut-être je peux me tromper, le coin du monde le moins mouvementé en termes de, c'est-à-dire de, comment on appelle ça, d'alternance. Et là, c'est ce qui nous vaut, je peux dire, cette stabilité-là, cette paix. Et je crois que au courant de l'émission, nous allons éplucher justement tous ces pans-là
pour comprendre le pourquoi, le comment et surtout comment est-ce que les Congolais vont aborder cette étape décisive pour la suite, pour la survie ou alors pour l'avenir du pays. Merci. Docteur Achille, que nous vous retrouvons depuis les États-Unis d'Amérique. Vous êtes expert en haute finance de Washington Valuation Group, auteur, mais surtout panafricaniste. Cher monsieur, heureux de vous accueillir le temps de cette réflexion. Bienvenue, docteur. De Washington Valuation Group. Merci pour l'invitation, Fabrice. Je suis ravi d'être parmi vos invités pour parler du Congo. Je pense que c'est un pays qui nous fascine et je pense que la politique congolaise est un environnement également qui est fascinant. Donc, je suis ravi d'être des vôtres. Merci pour l'invitation. Merci à vous, cher monsieur docteur Joseph Essoussé ne manquera pas de nous retrouver. Il n'est pas loin, en tout cas, de ces studios. Monsieur, on va donc démarrer avec cette édition de Regard sur le monde avec vous. Rotelin, je démarre très rapidement avec vous. Eh bien, le temps est désormais donné avec dans cette élection présidentielle en perspective pour le 15 du mois en cours. Il y a des tractations qui sont bien entendu engagées depuis lors. Mais comment percevez-vous bien entendu, ce grand rendez-vous électoral à venir du côté du Congo-Brazzaville? C'est l'un des événements les plus attendus actuellement. Nous, jeunesse, nous attendons également à une compétitivité autour de ces élections. Nous avions nos représentants des jeunes qui sont engagés pour briguer la magistrature suprême. Nous espérons derrière eux qu'ils apporteront quelque chose de sérieux, de dynamique et de concurrent. Parce que l'avenir du Congo est représentatif, est représenté beaucoup plus par la jeunesse, avec plus de 50% de représentativité. Nous espérons que l'avenir nous dira d'ici peu qui sera vraiment le leader qu'il faut pour cet avenir qui nous motive de plus en plus, avec de bonnes perspectives. Au-delà, je reste avec vous puisque vous vivez du côté de Congo-Brazzaville. Vous connaissez peut-être mieux que nous autres la réalité qui prévaut actuellement. Alors, quels sont de votre point de vue la pertinence de cette élection présidentielle qui est annoncée pour le 15 du mois en cours, au moment où bien plusieurs sons de cloche semblent aujourd'hui présenter le président sortant comme étant semble faire une forme de fixation sur, on va dire, la longévité au pouvoir. Tout à l'heure, Alain a semblé d'ailleurs y revenir là-dessus pour évoquer, on va dire, la particularité, peut-être même aussi la singularité de cette zone CEMAC où on a des régimes qui semblent véritablement avoir un long bail à la tête de nos États. Alors, comment appréciez-vous la fixation faite davantage aujourd'hui sur la longévité du président sortant? Bien, moi je dirais plus que la longévité est signe de stabilité. La longévité du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir, en voyant bien le processus de 2002 à 2021, nous voyons bien quelqu'un qui essaie de faire de son mieux pour que l'avenir du Congo soit structuré autour d'une stabilité et de la paix. Mais dans le fonctionnement, dans l'exécution de sa vision, bien de ses perspectives pour le Congo, nous voyons également qu'il y a plein d'erreurs et plein de choses qu'il faut essayer de revoir. Mais cela ne fait pas en dépit que ce soit un homme. Et dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas quelque chose de totalement parfait en tant qu'homme, mais les critiques au niveau local sont là pour essayer de donner plus de vision plus éclairée à nos leaders pour avoir des perspectives de plus en plus positives. Donc, je dirais que sur la scène actuellement, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de débats, mais ce n'est pas anodin de dire que tout est centré autour des critiques. Il y a de l'autre côté des choses qui sont positives par rapport à son parcours et à sa longévité. Et nous essayons de nous appuyer sur ce qui est positif, également de récupérer des critiques pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes pour améliorer et voir de meilleures perspectives. Et de là, j'interpelle déjà notre conscience à tous
de comprendre que non, le pays ne se construit pas autour d'une personne. Lorsque la personne est au pouvoir et que nous la laissons toute seule pour essayer de dire que bon, il a cherché, il va l'avoir, nous n'aidons pas le pays. Nous devons tous se unir et faire de l'avenir du Congo un combat commun. C'est dans cette perspective-là. Mais sinon, les critiques autour de la personne, autour de la gestion, autour de la coordination du pouvoir sont là et certains sont avérés, d'autres sont exagérés. Et je dirais bien que nous devons bien voir avant de pouvoir mettre des critiques ou bien de mettre des zones d'ombre. Mais nous savons bien également que le président Denis Sassou Nguesso a une longévité au pouvoir. De cette longévité, il n'est pas critiqué à une grande majorité dans la République. Certains apprécient, d'autres critiquent, mais c'est vrai, il n'y a pas toujours, on n'est pas tous aimés de la même manière. Mais même moi qui suis jeune, je vois bien des amis très jeunes qui sont aussi arrivés pour briguer la magistrature structurelle. Mais cela ne fait pas de cette occasion une manière de critiquer, mais en positive, et on se dit que s'ils emmènent aussi des perspectives positives, ils pourront peut-être avoir leur chance derrière. Merci. Retrouver Dr Achille Eke de côté des États-Unis. Alors, le président Denis Sassou Nguesso met effectivement, vous savez, d'ailleurs, semblait revenir là-dessus, comme bilan en tout cas de ce quinquennat qui vient de se refermer. Je reste avec vous, Rotelin. Eh bien, cette stabilité politique qu'il présente d'ailleurs comme, on va dire, un acquis majeur. Et c'est d'ailleurs au nom de cette stabilité politique qu'il souhaite effectivement briguer un cinquième mandat. Est-ce que c'est un bilan assez élogieux de votre part, Rotelin Coude, pour espérer véritablement briguer un cinquième mandat? Je rappelle qu'en 2021, il s'en sort avec quelque chose comme 88% des suffrages probablement exprimés lors de cette élection présidentielle-là. Est-ce que le bilan en lui-même parle en sa faveur aujourd'hui, Rotelin? Votre micro, docteur. La parole est à Rotelin avant de retrouver docteur Achille Eke. Est-ce qu'il nous reçoit, Roland? Allez, je crois qu'on a peut-être perdu Roland, je ne sais pas où. Bonjour mon cher, comment allez-vous? Allez, je crois qu'on va vous retrouver, docteur, le temps peut-être pour notre invité congolais de mieux se positionner. Docteur, est-ce que vous nous recevez parfaitement? Oui, je vous reçois maintenant. D'accord, super. Alors, quelle première lecture faites-vous de cette élection à venir du côté de Congo-Brazzaville? Docteur, on est à quelque chose comme 2 semaines du coup d'envoi de la campagne électorale. Oui, depuis plus de 40 ans, M. Sassou Nguesso organise autour de lui un régime que plusieurs analystes classent comme un régime autoritaire avec un champ politique verrouillé, n'est-ce pas, une opposition qui est affaiblie et une administration électorale, n'est-ce pas, largement contrôlée, n'est-ce pas, par le pouvoir. Donc, cette présidentielle du 15 mars 2026 s'inscrit donc dans une continuité de plébiscite, un plébiscite géré, on va dire, parce que effectivement, plus que dans la logique d'une alternance réel, n'est-ce pas, dans la victoire du sortant, n'est-ce pas, M. Sassou Nguesso apparaît comme le scénario le plus probable. Le débat, dès lors, n'est-ce pas, ne porte pas seulement sur si M. Sassou Nguesso va gagner les élections, mais sur la légitimité d'un processus, n'est-ce pas, dans lequel les règles du jeu sont déjà, n'est-ce pas, contestées avant même l'ouverture de la campagne électorale. Alors, on a 6 challengers, n'est-ce pas, qui sont face à M. Sassou Nguesso aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'individuellement, n'est-ce pas, ils incarnent un renouvellement générationnel, c'est vrai, n'est-ce pas, mais collectivement, ils souffrent, n'est-ce pas, de dispersion, n'est-ce pas, et de faibles moyens, n'est-ce pas, qui, en l'absence, n'est-ce pas, d'un front uni, n'est-ce pas, ne pourra pas peser lourd, n'est-ce pas, dans ce rapport de force. Alors, donc, le fait que les grandes figures, n'est-ce pas, qui avaient
un potentiel, n'est-ce pas, comme M. Guy Parfait Kolela, qui est décédé en 2021, par exemple, n'est-ce pas, ou certains qui sont emprisonnés. Alors, le fait que ces leaders-là soient hors jeu, n'est-ce pas, renforce l'impression que la compétition est déjà asymétrique, n'est-ce pas, et donc, n'est-ce pas, monsieur Sassou Nguesso a un boulevard, n'est-ce pas, devant lui. Donc, vraisemblablement, je ne pense pas que il y aura du nouveau. Ça va être, n'est-ce pas, comme d'habitude, dans nos pays, au Cameroun, c'est la même chose, un peu partout en Afrique centrale, n'est-ce pas, on constate cela. Donc, moi, je pense que rien ne sera de nouveau sous le soleil et c'est simplement difficile. Le seul point sur lequel je ne suis pas, du moins, je n'admets pas que la France, n'est-ce pas, qui a installé M. Sassou Nguesso au pouvoir, n'est-ce pas, s'indigne aujourd'hui du fait qu'il est là depuis 40 ans et qu'il voudrait un changement. Ce n'est pas son droit, ce n'est pas comme ça que le monde doit gérer. Je crois que les États sont suffisamment grands, les Congolais sont suffisamment matures pour décider d'eux-mêmes. Mais il est vrai qu'effectivement, la longévité n'est pas toujours positive par rapport n'est-ce pas, par rapport aux intérêts du pays. Vous voyez que lorsque les gens restent au pouvoir 45 ans, n'est-ce pas, à un moment donné, il y a une lassitude n'est-ce pas, qui se fait sentir. Et même dans le gouvernement, l'action gouvernementale est affaiblie parce que les gens ne se sentent plus challengés, les gens ne se sentent plus le besoin de faire des efforts extraordinaires pour pouvoir gagner la confiance du peuple. Donc, le peuple devient acquis et puis on dort dans ses lauriers et puis voilà. Donc, c'est un peu compliqué, hein, la situation en Afrique centrale. Je pense que c'est ce qu'on peut dire dans tous nos pays là-bas. Merci à vous. Alors, pour votre première prise de parole autour effectivement de ce fait d'actualité, vous avez tout à l'heure semblé déblayer la réflexion qui semble véritablement être la vôtre en tentant de faire une lecture comparée avec, du moins, un rapprochement avec l'ensemble des pays de l'ASMA, qu'on voit une réalité qui est tout aussi visible aujourd'hui, une longévité qui a peut-être aussi le mérite de maintenir une forme de stabilité que l'on ne retrouverait pas peut-être ailleurs. Mais est-ce que c'est suffisant pour véritablement bâtir des États et permettre une véritable redistribution des fruits de la croissance? On écoutait avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure Achille. Il faut savoir que Denis Sassou Nguesso est arrivé pour la première fois au pouvoir en 1979. Il a fait, je crois, 2 ou 3 mandats. Il est reparti en 1992. Et après, il est revenu en 1997. Il y est jusqu'à présent. Il faut savoir que c'est les Congolais qui élisent Denis Sassou Nguesso. Il faut le savoir. Et il faut aussi comprendre que Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui en Afrique, c'est un monument. Ce n'est plus n'importe qui. Faire tout ce temps, tant d'années au pouvoir, c'est pas donné. Il faut avoir des couilles solides. D'autres vont dire que c'est la France qui l'a mis là-bas. Oui, bon, on peut même leur accepter cela. Mais la France, c'est qui? Donc, c'est la France qui décide justement au Congo? Je ne pense pas. Si elle a pensé un seul instant qu'elle avait décidé hier, qu'elle décidait hier, aujourd'hui, je pense que les choses ont changé. Parce qu'il y a quelque temps, le président Denis Sassou Nguesso, sauf si me souvenir un peu, mon cerveau me fait des sales tours, il a pensé à la multipolarité. Tout à fait. Il a pensé qu'il n'était pas une chasse gardée de la France. Et nous savons aussi en Afrique que c'est l'un des meilleurs médiateurs. Je ne peux pas parler de la crise du Soudan, je ne peux pas parler de toutes les médiations qu'il a eu à mener. Et c'est un sage. Et ce qui fait en sorte que, vous voyez, l'Afrique centrale, elle est, je veux dire, stable, c'est cette sagesse de nos chefs d'État.
Quand je parle de Congo, c'est comme si je parlais du Cameroun. C'est comme si je parlais justement de la Guinée équatoriale. Pratiquement les mêmes problèmes. À chaque fois qu'il y a élection dans l'un ou l'autre pays, on va se retrouver à parler des mêmes affaires. Ça aurait été le cas sur le maréchal de Recté, mais moi, était encore voilà, président du Tchad. Justement, on va parler de la longévité au pouvoir, que c'est stagnant, et puis il a vissé tout, c'est-à-dire la session, l'alternance n'est plus possible, il a modifié la constitution et tout cela. Mais malheureusement, ce qu'on oublie de dire, généralement, c'est que on a en Afrique centrale des faux opposants. Des opposants qui aujourd'hui sont au pouvoir, qui visent même la constitution quand ils sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont dans la mangeoire, je vais appeler ça comme ça. C'est eux qui sont même parfois chargés, ils sont parfois ministres de la justice, parfois ministres de l'administration territoriale. C'est eux qui élaborent même, par moment, ces modifications de constitution. Dès qu'ils se retrouvent éjectés des sphères de pouvoir, ils commencent à crier qu'on a modifié la constitution, on a fait ceci, on a fait cela. Je pense que la prospérité, le développement n'est pas lié à l'alternance. C'est pas Vous pensez des pays. Non, mais c'est pas parce que vous avez fait... Puisque Dr Achille est que tout à l'heure semblait dénoncer le fait que un régime qui met assez de temps, on a plus ou moins l'impression que l'exécutif manque de volonté véritablement dans l'application, alors le rendu de leur feuille de route. Oui, on peut le dire. Mais est-ce que quand on est président de la République, on gère seul un pays? Mais on est avec des Camerounais, par exemple, ou bien avec des Congolais. C'est vrai, on va accuser. Mais il faut d'abord voir ce que nous-mêmes dans un pays nous produisons. Pour le cas du Congo, on est totalement dépendant du pétrole. Voilà. Quand on dépend totalement du pétrole, qu'est-ce qu'on fait? Si aujourd'hui, au niveau du marché, au niveau du marché mondial, ça bascule, qu'est-ce que le Congo va devenir? Il est vrai que j'ai même pensé un temps que cette affaire de démocratie, nous n'étions pas suffisamment préparés. Oui, parce que quand je vois comment le Maroc fonctionne, je trouve que les élections même nous font perdre beaucoup d'argent pour rien. Est-ce que le Maroc est moins développé que ces pays qui font comment dirais-je, des alternances chaque fois? Je pense que ce qu'il nous faut en Afrique centrale, non ici je parle de l'Afrique centrale, c'est que il nous faut des personnes qui pensent développement. Nous avons hérité de quelque chose qui ne nous aide pas beaucoup plus en Afrique centrale, c'est l'administration. C'est la France qui est venue nous dire nous apprendre que quand vous êtes agrégé en lettres modernes françaises, ça veut dire que vous avez atteint le summum de la connaissance. Quand vous êtes philosophe, c'est vous, d'ailleurs Platon même demande quand on est des rois philosophes. Mais aujourd'hui, des pays qui doivent être conçus, comment est-ce que les philosophes vont venir construire un pays? Vous voyez la différence entre nous qui pensons qu'il faut être docteur en sociologie, docteur en anthropologie et autres pour bien diriger. Or, vous voyez un mathématicien à côté de nous. À Bangui. Qui est dans ce qu'il a appris. Qui est dans les sciences, je veux dire peut-être exactes. Qui n'est pas dans les rêveries. Et donc, pour chuter, je veux dire que M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, pour nous, en Afrique centrale, c'est une valeur sûre. Il va falloir que ceux qui pensent qu'il a très mal géré, qu'il présente les griefs peut-être
laissant son âge, laissant peut-être la longévité, c'est pas des éléments qui peuvent amener un peuple à voter quelqu'un d'autre. C'est pas des éléments. On parle de ça partout en Afrique centrale, mais c'est la même chose. Mais ces opposants même n'arrivent pas souvent à pouvoir convaincre ce peuple qui vote. Mais comment on va faire? Il va falloir que, s'il faut que je crois que dans la suite, moi je vais déballer un peu le bilan. Je ne dis pas de manière exhaustive, hein, le bilan de monsieur, de la dénonciation des choses, pour voir que c'est vrai, on a besoin qu'on aille un peu plus vite, mais on ne peut pas quand même dire que on n'est pas en train de marcher. D'accord, merci à vous. Alors, ce coup, je vous retrouve effectivement la question du bilan, on vous l'a posé tout à l'heure avant l'interférence qui nous a obligés à prendre la direction de Washington. Alors, je vous donne la parole sur la question de son bilan, ne serait-ce que pour ces 5 dernières années, le président Denis Sassou Nguesso a justifié, eh bien, vouloir opter en tout cas pour un 5e mandat en présentant effectivement la stabilité politique. Et la question, Rodelin, je vous la pose, est-ce que la stabilité politique seule suffit effectivement aujourd'hui pour eh bien, demander davantage à ses concitoyens de lui accorder un autre mandat? Donc, revenons sur la question de la longévité du président de la République. La longévité, c'est une preuve que les Congolais le votent quotidiennement. Moi, je dis quotidiennement, je dis à chaque élection. Depuis 2002, il y a eu des concurrents qui sont arrivés avec des projets sérieux et dans la compétitivité qui sont fait montrer sur le terrain. Il y a aussi de l'engagement et de l'engagement de la jeunesse qui essaie de demander quelques réformes dans la façon de structurer ou d'organiser les choses. Mais cela ne fait pas que parce qu'il a trop duré au pouvoir, ou qu'il a duré au pouvoir, que nous puissions dire que c'est une forme de tricherie, de manigance, ou bien de l'ingérence étrangère. Parce que ceux qui décident, quoi qu'il en soit, ce sont les urnes. Et les urnes sont co-gérées par les Congolais. Ce sont des Congolais qui vont dans les bureaux de vote, votent pour le prochain président, choisissent ses idées et poursuivent avec elles. Nous allons revenir sur le dernier quinquennat. Le dernier quinquennat qui a été justifié, critiqué par rapport à des résultats et nous. Il y a des soucis de liaison avec le Brazzaville. On espère effectivement qu'on retrouvera dans un court instant Rotelin Cook qui nous permettra d'en savoir effectivement au sujet de son bilan. On peut savoir que c'est pas encore rétabli la liaison avec lui. Peut-être revenir sur ce plateau central, vous donner la parole sur son bilan. Oui, on parle de cette stabilité politique. Allez-y, Roland, on a été momentanément interrompu. On vous retrouve. Oui. Donc, je disais que sur les questions de son dernier mandat de 2021 à 2025, où nous sommes actuellement pour les prochaines élections, le bilan reste plus ou moins alloué. Okay? Nous ne pouvons pas dire que c'est un bilan totalement positif. Même dans une entreprise, lorsqu'on vous donne des responsabilités, vous arrivez avec vos propositions, vous essayez de mener à bien la mission et la vision, mais il s'avère que sur les réalités terrain, qui sont rencontrées, certaines contraintes qui vous obligent à vous résoudre à des solutions non appropriées parfois. Mais je dirais que le bilan du président est plus ou moins positif, mais les réalités terrain ont eu tendance à donner une totale négative sur la réalité d'exécution. Mais ce qui est sûr, ça reste un homme, il a eu de la vision, il a eu un projet qu'il a proposé, la population aurait validé sur cette vision, mais l'exécution a rencontré quelques contraintes. Les contraintes que je pourrais dire, lors de ces dernières années, nous avons d'abord vu la période où le président a été une période de contrainte de maladie, ou du coronavirus,
Donc, beaucoup de faits ont été constatés au niveau local, beaucoup de cas également ont perdu la vie, même le candidat qui était secondaire lors de ces élections a perdu sa vie lors de ces campagnes, rien que pour cette maladie du coronavirus. Et aujourd'hui, nous sommes dans une perspective de reprendre l'élan. On n'a pas seulement connu le coronavirus, ce n'était pas un cas exceptionnel, nous avons connu également des crises, des dettes qui sont revenues à la charge, des problèmes de coordination, des problèmes de mise en place, d'exécution de la vision de manière éclairée, mais cela ne fait pas du président un effet négatif pour dire que non, son échec, ou bien son manque de réussite à faire à ce qu'on puisse dire que non, le président est négatif dans son temps. Il était élu, il a brigué la magistrature tout seul, il a gagné les élections et nous avons vu le travail qu'il a été fait. Il avait présenté un bon projet, mais dans la réalité qui est là, nous avons eu à rencontrer quelques contraintes, mais actuellement, nous pourrions dire que la vision est plus ouverte pour les meilleures perspectives. Et nous voyons combien de fois il s'engage à donner certaines initiatives pour essayer de recourir à des solutions plus attrayantes pour l'avenir du Congo. Donc, je dirais plutôt que sur les événements actuels et les élections de 2026, nous sommes dans une perspective où le président mettra en place des initiatives servant à recourir et à reprendre son projet des années 2021 à 2026. Ils n'ont pas trouvé solution avec une nouvelle dynamique. En tout cas, je l'encouragerai dans ce sens et d'aller dans une vision plus éclairée pour une jeunesse plus engagée. Merci à vous, cher monsieur Alain. Bien, je retrouve, tout à l'heure, vous êtes brièvement revenu sur ce bilan que l'on pourrait véritablement attribuer aujourd'hui au président Denis Sassou Nguesso. C'est vrai que sur le plan diplomatique, il est reconnu de notoriété comme étant véritablement l'un des grands médiateurs sur le continent africain, sur des dossiers très sensibles. On l'a vu même d'ailleurs s'impliquer sur la question de la RDC, sur la question de la Libye, bien des sujets notamment au cœur de la SMAC, mais sur le plan interne, notamment sur les questions économiques. Tout à l'heure, je vais retrouver le docteur Achileke sur la question notamment de la croissance et même de la dépendance et même des défis structurels que traverse le Congo aujourd'hui, le regard qu'il porte sur ce pays. Mais restons avec vous sur le bilan politique de l'homme. Est-ce qu'il est à même aujourd'hui de souhaiter un autre mandat sur la base, ne serait-ce que de son bilan? Mais pourquoi pas? Vous savez que en Afrique, après peut-être le président Paul Biya, lui, il a fait, c'est un sage, il n'a pas beaucoup fait dans les médiations, mais Monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est un très grand médiateur. D'abord, même au niveau en RDC, vous savez qu'il est même toujours médiateur de ce côté, hein. Pas qu'il a été, il est toujours médiateur. En Libye, vous savez, dans la crise centrafricaine, il a été médiateur de ce côté. Même au niveau, dans comment on appelle ça, les conflits régionaux, même en Ukraine, il faisait partie de la délégation qui a, justement. Vous comprenez que c'est pas n'importe qui qu'on choisit pour être médiateur. Pour être médiateur, il faut être quelqu'un de conciliant. Il faut être quelqu'un qui sait parler. Il faut être quelqu'un qui a quand même qui est à l'aise dans des relations internationales et qui sait que en toute chose, même quand on va faire la politique, on doit mettre l'homme au centre de tout. Les préoccupations humaines doivent être au centre de tout. Et en plus, je vais rester un peu sur le plan diplomatique parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, politiquement parlant. Vous savez qu'il est le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Vous savez qu'il y a quelques jours... On a deux doigts de passer une véritable évaluation. Je voulais arriver avec le docteur Achileke. Justement, qu'on s'est retrouvé à Brazzaville, je crois le 22
C'était le 22 du mois dernier. Je du mettrai mois sur les dernier, lettres, quelque mais chose de ce ouais. genre. Où on était très proche de la dévaluation, mais cela, et on a réussi à juguler cela. Pendant ce temps, ils préparent une élection. Il faut comprendre que le timing, c'est pas... C'est vrai, on a dit que c'était à l'initiative de Fonds monétaire international et autres. Mais c'est que ça s'est tenu à Brazzaville. Vous savez que, il y a quelques jours, celui qui... Moi, j'ai appris ça comme une démission. Celui qui est le président de la commission de la CEMA, monsieur... Non, le président de la commission de la CEMA, Ah, d'accord. Balthazar Ngonga Edjo, a donné une circulaire pour dire que toutes les activités sont en débat. Démission en tout cas de C'est une... la SMAC. Justement. Et que cette décision qu'il avait prise il l'avait prise sans consulter les chefs d'État. Or, c'est les chefs d'État qui peuvent décider de cela. Le président Sassou Nguesso a dû le convoquer. C'est vrai qu'il ne l'a pas reçu à la dernière minute, mais il y a un message sous-jacent qui montre que, dans tous les cas, c'est lui qui a les manettes de la sous-région. Tout à fait. En ces temps-ci. Et, vous savez, aujourd'hui, vous ne vous imaginez pas si Denis Sassou Nguesso n'est plus président du Congo, ce que ça peut produire. Parce que vous savez, il y a un musicien camerounais qui avait dit que quelqu'un était en train d'équilibrer les équilibres. Mais c'est qu'en Afrique centrale, on joue avec les équilibres. On joue avec les équilibres parce qu'on se connaît tellement très bien que quand le président Denis Sassou Nguesso est à la tête de la conférence des chefs d'État, le président Théodore Obiang Nguema ne réfléchit plus beaucoup. Aujourd'hui, il faut savoir que le président Denis Sassou Nguesso est en train de mettre le Congo sur la voie de la multipolarité. Et que je pense même qu'il avait exprimé son désir d'intégrer les BRICS. Vous comprenez que tout le monde a compris aujourd'hui que l'avenir des pays comme les nôtres ne peut être reluisant que en intégrant les forces qui ont formé le groupe des BRICS. Parce que si nous restons avec une France qui nous a essorés et qui veut toujours, parfois, créer des faux opposants, parce que c'est elle qui crée des faux opposants pour vous fragiliser dans votre propre pays. Donc aujourd'hui, il va falloir que nous, l'Afrique centrale, qu'on sache que notre avenir, si nous voulons continuer à exister vraiment, il faut qu'on intègre les BRICS. Parce que les BRICS, c'est des pays qui ont vécu comme nous, qui ont des histoires traçables et qui peuvent justement nous tenir ou alors nous coacher pour que nous puissions aussi nous développer. On n'a plus besoin aujourd'hui des partenaires qui pratiquement centenaires, millénaires même, mais qui nous apportent pratiquement rien, qui sont là pour nous fragiliser tous les jours. Et je crois que ce qui se passe au Congo avec des petits mouvements que j'entends de ce côté, ça ne peut pas venir d'ailleurs. Ça ne peut venir que de ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, pour qu'ils donnent encore plus, pour qu'ils sentent que c'est eux qui tiennent encore les manettes. Il faut une alternance. Il faut une alternance. Docteur Archilekoye, je vous retrouve. Et la question, docteur, tout à l'heure, on a convoqué avec Alain Bion, là, eh bien, cette crise financière et même économique que traverse en tout cas l'ensemble de nos pays africains. Mais lorsqu'on jette un regard, docteur, avec vous sur les indicateurs peut-être macro et même microéconomiques du pays, est-ce que les indicateurs sont alarmants pour un pays, même si on ne doit pas s'en réjouir, qui est, on va dire, fortement dépendant du pétrole?
Oui, ça a toujours été le point faible, le talon d'Achille, n'est-ce pas, du Congo, la dépendance au pétrole. Mais on va dire quand même que pour les enjeux économiques au Congo aujourd'hui, ils tournent autour, n'est-ce pas, d'un dilemme, c'est-à-dire la stabilisation macroéconomique réelle ou la prolongation d'un modèle pétrolier qui est reconnu, n'est-ce pas, fragile, n'est-ce pas, parce que le pays est trop dépendant du pétrole et qui exclut, n'est-ce pas, une grande partie de la population également, parce que le pétrole est très, je veux dire, très circonscrit en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe au Congo en termes de thème économique? Il y a principalement 5 axes, n'est-ce pas, 5 axes sur lesquels il faut analyser, n'est-ce pas, la situation économique au Congo. Premièrement, la croissance, n'est-ce pas, la croissance économique au Congo. Ensuite, la dette du Congo, n'est-ce pas, l'emploi des jeunes, notamment. La diversification, n'est-ce pas, de l'économie congolaise et la crédibilité financière, n'est-ce pas, de ce pays. Alors, prenons chaque élément. Alors, parlons de croissance. On va dire que déjà, on sait évidemment que le Congo dépend énormément du pétrole. Donc, la croissance qui est projetée autour de 3,5 à 3,6% en 2026, n'est-ce pas, peut être un élément sur lequel on peut envisager un avenir meilleur, en tout cas positif, si on peut être, n'est-ce pas, du moins, pour dire les choses à minima, c'est-à-dire que il y a un rebond qui est porté surtout, n'est-ce pas, dans les secteurs non pétroliers, mais la rente pétrolière reste le socle, n'est-ce pas, de l'équilibre budgétaire au Congo. Et il y a également la baisse tendancielle, n'est-ce pas, des prix de pétrole, n'est-ce pas, et la volatilité des marchés qui font peser un risque direct sur les recettes de l'État congolais, dont la capacité à financer n'est-ce pas, les salaires, les subventions et ainsi que les investissements publics, n'est-ce pas, en dépendent. Alors, donc, sur le deuxième point, notamment celui de la dette publique, le Congo sort d'une période de surendettement, n'est-ce pas, dont la dette est jugée aujourd'hui un petit peu soutenable, mais continuellement en situation de détresse, n'est-ce pas, ce qui impose au Congo, n'est-ce pas, une certaine discipline budgétaire, n'est-ce pas, qui doit être serrée, en tout cas n'est-ce pas, en 2025-2026, il faut que ce soit une discipline qui soit assez solide, assez serrée, parce que les autorités, c'est vrai que les autorités ont lancé un reprofilage, n'est-ce pas, de la dette intérieure du pays, mais ils doivent faire face à des importations à d'importantes échéances, on va dire d'importantes échéances en 2025 et 2026 qui vont limiter donc leur marge de manœuvre, n'est-ce pas, et donc augmenter de façon importante les dépenses sociales et notamment les infrastructures. Alors, donc, c'est une position, n'est-ce pas, qui est toujours élevée. La dette du Congo continue à être au-dessus de 100%. Et c'est vrai que ça descend parfois à 94%, mais ça tourne toujours autour de 100%, ce qui montre que ce n'est pas encore maîtrisé. Le chômage des jeunes, le troisième point, c'est un élément qui est très important, notamment pour les 15 et 24 ans, qui est estimé à environ 40%, n'est-ce pas, selon n'est-ce pas, les dernières n'est-ce pas, informations que nous avons pu obtenir. Alors, ceci pose un problème de l'exclusion, n'est-ce pas, du marché du travail, n'est-ce pas, de cette tranche de la population-là, qui, combinée à la faiblesse des services publics que nous connaissons tous, n'est-ce pas, peut engendrer un potentiel de frustration sociale et qui peut donc rendre, n'est-ce pas, tout choc économique ou politique beaucoup plus explosif aujourd'hui. Donc, il va falloir tenir compte de ces éléments-là et voir comment améliorer cet aspect-là. C'est vrai que la diversification va être un élément important, qui est le quatrième point, n'est-ce pas, de nos 5 points. C'est-à-dire que le Congo doit s'atteler, et je pense qu'ils ont mis sur pied un plan entre 2022 et 2026, un plan de diversification, n'est-ce pas, de l'économie congolaise, notamment les secteurs comme l'agriculture, n'est-ce pas,
certaines zones économiques spéciales qui peuvent être mises en place, l'industrialisation, n'est-ce pas, du Congo, le tourisme, etc. Donc, ce sont des éléments, ce sont des aspects économiques qui peuvent bien, n'est-ce pas, qui peuvent élargir l'assiette fiscale et donc permettre aux Congolais, n'est-ce pas, de ne pas dépendre uniquement du pétrole et donc permettre également aux jeunes Congolais de trouver de l'emploi dans tous ces secteurs-là. Donc, on va dire qu'en 2026, l'enjeu n'est plus, n'est-ce pas, ce n'est plus nécessairement qu'il faille, n'est-ce pas, annoncer une diversification, mais de montrer des résultats visibles, parce que l'annonce a déjà été faite, n'est-ce pas, les stratégies ont été mises en place, notamment dans le plan national de développement 2022-2026, mais il faut maintenant qu'on observe les résultats sur le terrain. Et le cinquième point, c'est la stabilité financière, n'est-ce pas, du Congo, c'est-à-dire que le pays continue à être sous, n'est-ce pas, la dépendance, sous la surveillance, on va dire, n'est-ce pas, des entités extérieures, notamment le Fonds monétaire, la Banque mondiale, n'est-ce pas, qui, évidemment, comme d'habitude, conditionnent, n'est-ce pas, leur soutien à la poursuite, n'est-ce pas, d'un certain nombre de programmes économiques et budgétaires, ou alors des programmes de consolidation, etc., n'est-ce pas, pour permettre dans l'État de pouvoir engendrer des économies, n'est-ce pas, suivant, n'est-ce pas, les secteurs jugés stratégiques ou non, et donc permettre donc d'avoir, n'est-ce pas, des ressources pour pouvoir continuer à mettre le pays dans une situation de bonne gouvernance. C'est ça qui les intéresse le plus. Mais il faut savoir qu'en Afrique, ce n'est pas toujours la bonne gouvernance qui est un élément important. Comme disait l'un des panélistes, sur le plateau, il y a beaucoup d'équilibres géopolitiques, géoethniques, n'est-ce pas, nationaux, etc., sur lesquels ces présidents, ces États, ces chefs d'État doivent tenir compte, parce que l'environnement économique dans nos États, l'environnement économique, politique, etc., n'est-ce pas, dépend de plusieurs données qui ne sont pas toujours des données prises en compte par les institutions de Bretton Woods, n'est-ce pas, dont le Fonds monétaire et la Banque mondiale en font partie. Donc, la capacité du Congo à maintenir la confiance des marchés, n'est-ce pas, après une nouvelle, ou alors n'est-ce pas, des émissions obligataires, n'est-ce pas, ou alors à éviter de nouveaux arriérés, n'est-ce pas, sur le plan social, sur le plan, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de la gestion, n'est-ce pas, de la vie sociale là-bas, va dépendre énormément, n'est-ce pas, de ces organisations-là, et ça pose un problème, n'est-ce pas, de cohérence, n'est-ce pas, dans la façon de pouvoir gérer le pays en tenant compte, n'est-ce pas, du dictat, n'est-ce pas, des entités extérieures comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, ce qui n'est pas toujours bien aligné par rapport à nos intérêts, n'est-ce pas, en tant qu'État. Donc, pour me résumer, je vais dire que le Congo n'est pas en très mauvaise posture, elle est en meilleure posture par rapport aux années antérieures dont on a connu, n'est-ce pas, des périodes très difficiles, mais elle n'est pas sortie de l'ornière. On se dit on va dire quand même que le pays peut s'enorgueillir d'avoir déjà fait des avancées, mais il y a beaucoup de travail à faire. Alors, donc, est-ce que le nouveau gouvernement ou bien l'élection de M. Sassou Nguesso est-ce qu'il est encore la personne à pouvoir conduire le Congo vers des lendemains meilleurs? That is the question. C'est pour ça qu'il y a des élections et les Congolais devront décider par rapport à ça. Alors, je reste avec vous, docteur Achille, avant de retrouver notre ami du côté de Congo-Brazzaville. Alors, la question financière, on l'avait évoquée tout à l'heure, et alors, sur ce plateau, a évoqué cette menace de la dévaluation du franc CFA qui ne cesse de peser effectivement sur nos États. Au moment où les présidents de la CEMAC sont en train d'étudier véritablement une feuille de route qui devrait en principe nous permettre d'arriver peut-être à la sortie du franc CFA. Est-ce qu'une stabilité du point de vue politique ne devrait pas être requise à l'effet donc de permettre à ces derniers d'aller jusqu'au bout de leurs idées? Docteur. Bon, là, qu'est-ce qu'on met dans stabilité politique? C'est ça la question. Une stabilité politique, c'est pas rester au pouvoir 500 ans. C'est pas ça la stabilité politique, n'est-ce pas? Donc, les hommes passent, le pays reste. La stabilité politique peut se faire avec des alternances ou des alternatives. Ça veut dire que soit c'est des alternances, c'est-à-dire que ça se fait dans l'intérieur d'un système, soit des alternatives, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau système qui arrive en place, qui est mis en place, un nouveau système conçu par une nouvelle équipe,
et qui peut mettre de côté le système hérité de la colonisation que nous avons aujourd'hui. C'est ça le dilemme dans nos États, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut, l'alternance ou bien l'alternative? Alors, en dehors, n'est-ce pas, de rester au pouvoir pendant 20, 30 ans, 40 ans, l'important, ce n'est pas de rester au pouvoir, c'est de pouvoir agir. N'est-ce pas? On a des pays qui, comme la Chine, la Russie, des pays qui ont des présidents qui sont là depuis 20, 30 ans. Mais on sent, le pays sent, on sent que le pays change. Il y a un programme, il y a une structure, il y a une structuration, il y a des règles, des lois qui sont observées strictement. C'est ça qui est important pour les peuples. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau président chaque 10 ans, chaque 5 ans, que le pays va évoluer. C'est pas parce que le président va rester là pendant 40 ans, 50 ans que le pays va également évoluer. Donc, il faut des hommes qui sont suffisamment panafricanistes, parce qu'on est dans une chaîne panafricaniste, qui aiment vraiment leur peuple. Parce que être panafricaniste, ce n'est pas juste un slogan. C'est aimer son peuple. C'est-à-dire qu'avoir, n'est-ce pas, cette mentalité des gens comme Lumumba, être capable de mourir pour son pays. N'est-ce pas, des gens comme Kadhafi, des gens comme Kwame Nkrumah, des gens qui aiment véritablement le peuple. N'est-ce pas? Au lieu des pseudo-panafricanistes, présidents qui utilisent le panafricanisme, lorsque ça les intéresse, lorsque ça peut les aider à rester au pouvoir, changer la constitution, garder les mêmes personnes. Non, je crois que c'est ça le problème en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut? La stabilité, l'alternance ou l'alternative? Voilà, c'est la recette que nous devons, n'est-ce pas, essayer de trouver pour, n'est-ce pas, chaque pays doit pouvoir décider de cela et, n'est-ce pas, à la fin de la journée, il faut qu'il y ait des œuvres qui soient réalisées, qui soient tangibles, qu'on observe, n'est-ce pas, de façon mesurable, les changements dans la vie des gens. Donc, les politiciens, ceux qui sont dans des camps, dans les chapelles politiques, vont préférer le candidat, n'est-ce pas, préférer le statu quo généralement. Ceux dans l'opposition vont vouloir changer le changement parce qu'ils sont fatigués, n'est-ce pas, de voir les mêmes têtes. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est quand vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des actions qui sont posées dans l'intérêt général du peuple? C'est ça. Parce que vous pouvez venir faire un mandat de 5 ans et vous faites énormément par rapport à celui qui a fait 50 ans au pouvoir. Parfois même, on observe que ça regresse. C'est ça. Donc, voilà la question qu'il faut se poser. Merci à M. Koud. Je vous retrouve et il y a une critique qui a d'ailleurs émergé ces derniers mois du côté du Congo-Brazzaville. C'est la question liée notamment à l'insécurité locale, le cas des bébés noirs qui, à un moment donné, eh bien, soufflaient le chaud et le froid du côté du Congo-Brazzaville. Et on a vu véritablement une société civile, certaines sociétés civiles et même une certaine opposition qui a dénoncé en tout cas le fait que la DSP soit véritablement mise en branle au-delà à l'effet de stabiliser véritablement notamment la capitale Brazzaville qui avait tenté, du moins ce qui a fleuré avec notamment cette crise sécuritaire qu'a connue son voisin congolais. Est-ce que le président Denis Sassou Nguesso a perdu des points sur la gestion de cette crise sécuritaire notamment? Bien, avant de répondre à cette question, je vais essayer de faire un petit résumé des interventions de mes précédents. Je dirais que statistiquement, le président Denis Sassou Nguesso sera élu, selon tout ce que l'on peut dire. On dirait que on a tout à améliorer, structurer pour qu'il gagne, mais je dirais pas ça. Je dirais également que notre opposition ou bien les candidats engagés doivent se mettre en confiance. Un manque de confiance qui fait à ce qu'on puisse se mettre dans des positions de critique, au lieu de proposer des projets constitutifs qui peuvent construire l'avenir et proposer à la population que la population fasse son choix. Ça, c'est d'abord le premier. Et nous voyons également que la longévité du président a créé une stabilité. Et dans le cadre de sa personnalité et de sa longévité également. Nous voyons quand le président de l'État c'est comme un grand médiateur. On l'appelle pour certains, y compris sur le plateau, un confrère qui l'appelle même un monument de l'Afrique. En tant que médiateur, il est un personnage qui est très diplomatique. Et dans son côté médiateur et diplomatique, il est très conciliant. Et cette position a peut-être un peu fragilisé le président dans sa conciliance. C'est pas un homme qui critique vraiment, qui est vraiment très critique pour dire qu'il n'aime pas son pays. Si vous voyez dans ses projets depuis les années après la guerre, il y a toujours eu des propositions et des projets
qui ont des perspectives pour améliorer la situation locale et voire même donner des perspectives pour d'autres pays d'Afrique. Mais le problème, c'est dans l'exécution. Il émet des bons projets pour le pays, pour sortir de cette économie de rente, pour sortir de cette situation où nous vivons quotidiennement à chaque élection de l'employabilité, de la crise de l'électricité, de l'eau. Si nous revoyons ces projets, vous arriverez au cours pour faire de telles propositions, vous dira que non, les projets ont été là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières exécutions de ces projets-là? Et le côté conciliant du président a fait à ce que l'on ne puisse pas remarquer que la gestion ou la coordination vers les résultats tant attendus n'ont pas abouti. Et que peut-être dans son équipe, il y a des choses où il doit maintenant taper sur la table. Là, je chute maintenant pour revenir vers la situation réelle où nous parlons des bébés noirs. Vous allez constater que les histoires de bébés noirs ont commencé il y a quelques années. Ce n'est pas anodin. Mais depuis quelques années, le président, dans sa position, a toujours voulu avoir des mesures les plus conciliantes possibles. C'est-à-dire des mesures où il y a la justice derrière, où il y a la police qui doit faire son travail, où il y a des mesures répréhensibles, où il y a peut-être des politiques d'insertion de ces jeunes désœuvrés qui sont devenus des bébés noirs, qui ont eu l'habitude de prendre de l'argent facile, qui ne veulent pas répondre par l'insertion ou une intégration professionnelle. Donc, ils ont déjà pris l'habitude que chaque soir qu'on me sort, je gagne par exemple 100 000 francs. Prenons les choses des gens, en coupant les gens, en agressant les gens. Donc, ils n'ont pas pris conscience que non, le président essayait de se montrer le plus conciliant possible, le plus diplomatique possible, en leur suppliant. Vous voyez, un État qui supplie la population à se conformer. Mais cela n'a pas marché. Il ne peut pas laisser un État dans un État abondant. Il doit prendre des mesures aussi drastiques possibles. Et nous le voyons, ce n'est pas le cas du Congo seulement, il y a plusieurs pays qui prennent de tels cas, telles décisions. Donc, le président décide alors de lancer l'opération Zéro Kuluna. L'opération Zéro Kuluna, telle qu'a été lancée précédemment par la police et la sécurité intérieure, alors l'opération Zéro Kuluna va basculer pour éliminer toutes les grandes figures agressives reconnues dans les palais de justice, dans les postes de police et au sein même de la population qui commençait à dénoncer certains agresseurs qui étaient devenus incontrôlables. Cette opération qui est partie, vraiment, je pense que je vais me mettre dans la tête du président avec une décision aussi ferme mais difficile à prendre où on voit aujourd'hui l'opération Zéro Kuluna. Dès qu'elle a commencé, l'opération Zéro Kuluna a fait un boom, un buzz. Tout le monde en plaît. Tout le monde en a apprécié. Tout le monde s'est mis à crier, voilà, c'est la décision qu'il fallait prendre depuis un moment. Mais une telle opération mériterait d'être, bientôt, elle saute les rouages des règlements peut-être internationaux, mais nous voyons également, je vais être plus clair, nous voyons également comme le président américain Donald Trump dans l'opération du Venezuela, comment est-ce qu'ils ont eu à quitter leurs États pour aller arrêter un président juste parce qu'ils n'appréciaient pas, parce que ils avaient constaté que le président ne respectait pas certaines logiques de l'administration internationale. Ça, c'est ce qui a été dit officiellement. Donc, du coup, cette mesure qui a été, on va dire, interne pour rétablir l'ordre, pour retrouver l'influence de l'État face à des décisions qu'ils prennent ou des lois qu'ils mettent en place, moi, j'ai trouvé ça très appréciable et la majorité des Congolais, je dirais, je n'ai pas de statistiques exactes, mais la majorité des Congolais a applaudi l'opération. L'opération s'est déroulée dans tous les départements comme il fallait le faire. Bien qu'il y ait des critiques, les critiques, comme je vous ai dit dans tout projet, les critiques sont à prendre. On ne peut pas négliger les critiques, on les prend pour améliorer. C'est maintenant qu'est-ce qu'il faut se dire. Après l'opération Zéro Kuluna, quelles sont les perspectives pour que les jeunes ne replongent plus dans de tels actes? Tout à fait. C'est là où nous, jeunes, nous devons nous poser des questions. Aujourd'hui, on a attaqué une opération qui n'était pas logiquement appréciable. Maintenant, nous devions aller vers de l'avant. Quelles sont les perspectives pour que les jeunes ne reviennent pas sur cette violence, sur cette agressivité? Mais seulement, je ne suis pas là dans une position comme si je défendais le pouvoir, mais je suis en train de voir les réalités de ce qui se passe et en tant qu'observateur et visionnaire de la jeunesse, je pense que cela a permis de redresser et de recadrer certaines choses dont
nous, on en avait assez. Nous, population locale, on commençait à pleurer. On ne pouvait plus être à l'extérieur au-delà de 20 heures. Et cette opération nous a permis d'avoir confiance, de sortir, de faire nos business, de sortir, de se détendre et de vivre la vie comme tout bon Africain. Merci. Merci infiniment à vous, cher monsieur. Allons, d'entendre sur cette question, en tout cas, les organisations de défense des droits de l'homme ont pensé que le président est allé trop loin, notamment en mobilisant une unité des forces de défense qui n'était pas à même de pouvoir gérer les questions, on va dire, de maintien de l'autre. Mais là, on suit avec beaucoup d'intérêt Roland, qui nous fait d'ailleurs savoir que l'affaire avait suffisamment dégénéré, puisqu'il y a eu, on va dire, des méthodes de conciliation, passez-moi l'expression, qui n'ont pas bougé. Et là, il fallait véritablement sortir la tuerie lourde. Comprenez-vous les critiques qui ont effectivement émaillé cette intervention, on va dire, des forces de sécurité congolaises? C'est en fait les bébés Bébé noirs. noir. C'est ce qu'on appelait chez nous Colonna. comment on les appelle? Les Les microbes. microbes, absolument. Voilà. Ouais. C'est une affaire très grave. Vous vous imaginez, vous rencontrez un jeune garçon, mais il vous taille avec une lame. La lame rasoir, il vous taille. Si c'est une dame, il taille même le sein. Mais les gens, vous savez, ces affaires des droits de l'homme et autres, vraiment, en ce moment, il faut d'abord nous laisser. Il ne faut pas mettre quelqu'un en difficulté. Au grand mot, les grands remèdes. On a eu les mêmes problèmes ici au Cameroun. Bien, On a vu en République démocratique du Congo avec le cas Kolona et le ministre Boutamba qui avait utilisé une méthode assez forte à l'effet de réprimer de manière la plus farouche possible. Vous savez, quand ces gens-là veulent vous fragiliser, ils vous collent ces organisations des droits de l'homme. Est-ce que il y a droit de l'homme quand un jeune garçon prend une lame et taille à l'aide de cette lame-là le sein d'une femme qui arrive parfois à perdre la vie? Il y a droit de l'homme là-bas. Mais il faut quand même être sérieux. Les droits de l'homme ne sont pas là pour protéger justement les malfrats. Mais vous ne dites pas aux malfrats de ne pas faire quelque chose. Bien, ils font quelque chose. Et maintenant, la force publique réagit. On vient brandir les droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Mais ceux qui disent ce genre de choses, je crois qu'ils n'ont jamais été touchés par ces garçons-là. Mais ils marchent en petits groupes. Ils sont drogués. Généralement. Mais comment on peut protéger les drogués? Ce d'autant plus que la drogue même est interdite. C'est une infraction. Comment on doit les... Mais c'est pas possible. Donc ça c'est un... Vraiment, si c'est sur ce genre de choses qu'on va venir juger le bilan du président de l'État de vous avez suivi notre compagnie qui disait qu'il y a eu un véritable tollé d'incidents sur cette question. En tout cas, les relations de la société civile, les ONG locales ou internationales, une certaine opposition qui trouvait effectivement que la méthode était assez dure de mobiliser la DGSP à l'effet de pouvoir traquer en tout cas ces bébés noirs. Le problème, c'est que est-ce que quand ces garçons-là maltraitaient, coupaient les gens, ces organisations-là sont allées leur dire que ne faites plus ça? Non. Ils sont cachés. Mais dès qu'il faut maintenant instaurer de l'ordre, ils sortent pour parler des droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Il ne faut pas que l'injustice soit quelque chose qu'on brandit pour parler des droits de l'homme. Non. En ce moment, il faut se mettre à la place des gens qui ont perdu les leurs pour comprendre cela. Je pense que dans tout pays, là où on sent qu'il y a des problèmes, on peut envoyer n'importe quel corps là-bas pour aller mettre de l'ordre. On envoie un corps
justement remettre de l'ordre par rapport à la dangerosité, justement, du groupe. Mais vous allez envoyer des gens qui ne sont pas, justement, formés suffisamment pour ce genre de groupe, des bandits, des gens, des drogués, pour les arrêter. C'est pas possible. Donc, moi, je pense que, généralement, donc, ces opposants, si on peut les appeler comme ça, aiment ce genre d'éléments pour chercher à saboter celui qui est président, pour chercher à saboter le pouvoir en place. Mais ça ne marche pas. Trouvez, aller vers la population. Présentez votre offre politique. Faites en sorte que la population comprenne même de quoi vous parlez. Parfois, ils brandissent des grands mots comme ça, des grands mots, ainsi de suite, alors qu'au fond même, il n'y a rien. Donc, je pense que, et on a aussi constaté une chose, c'est comme si les oppositions africaines, surtout celles de l'Afrique centrale, fonctionnent en fonction de ce que le pouvoir en place et du moment, de temps que le pouvoir en place leur donne de travailler. Ça veut dire qu'après l'élection, ils partent dormir. Ils attendent que le pouvoir en place, qu'il y ait une affaire comme celle des bébés noirs là, pour réagir. Tout un mandat. Vous n'allez jamais entendre qu'ils étaient sur le terrain, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont même fait rien. Et ils croient que c'est comme ça qu'on prend le pouvoir. Ça veut dire accuser quelqu'un d'avoir mis de l'ordre pour quelque part. Vous commencez à brandir ça, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Ça ne peut pas marcher. Il faut justement que les gens trouvent beaucoup d'autres éléments. D'accord. Parce que pour continuer dans le bilan de Denis Sassou Nguesso, je vais parler de l'Afrique centrale. Il faut noter que il est le président dédié du PREF-CEMAC. En dehors d'être le président de la conférence des chefs d'État, il est le président dédié du PREF-CEMAC. Le PREF-CEMAC, c'est le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Ouais. Vous comprenez que le PREF-CEMAC, aujourd'hui, est piloté par un secrétaire permanent qui s'appelle le professeur Michel Sidjena Wembo. Il est justement à Brazzaville parce que c'est là-bas la présidente. Le PREF-CEMAC qui a cette cheville ouvrière de la SMAC en termes en tout cas de mise en place de projets qui soient intégrateurs et même justement, vous savez que c'est une grosse machine. Ça date, c'est depuis un bon moment qu'il a la tête de cette. Depuis la création, d'accord. Du PREF-CEMAC. Et vous savez que le PREF-CEMAC a d'abord eu 11 projets intégrateurs. Tout à fait. Des grands projets intégrateurs, ça veut dire que qui font en sorte que la sous-région soit... Il y en a qui ont déjà vu le jour, on parle par exemple des axes routiers, Cameroun, Congo, Brazzaville. Il y a l'université inter-État qui est du côté du sud Cameroun. Il y a d'autres, beaucoup qui ont déjà vu le jour. Oui, et il y a même les projets intégrateurs de deuxième génération qui malheureusement... Bon, ça ne va pas très bien parce que le président actuel de la commission de la CEMAC est en train de déranger. Il dérange, ça ne marche pas. Mais je dis, il faut savoir que Sassou Nguesso n'est pas n'importe qui en Afrique centrale. Nous, on a beaucoup de respect pour cet homme. Parce que partout où il doit y avoir conciliation. Partout où il doit avoir douceur. Partout où il doit avoir du sérieux au niveau de la stratégie, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau économique ou bien même du développement, il est toujours quelque part, même au niveau de la paix. Tout à l'heure, j'ai cité son intervention du côté de la RCA. Donc, vous n'allez pas, avec des petits éléments comme ceux des bébés noirs, penser que vraiment,
tous les Congolais vont venir derrière vous et ils vont vous dire, vous mentez. D'accord. Le pouvoir ne se prend pas comme ça. Les gens croient qu'en Afrique centrale, on va tromper les gens. Non, on ne trompe plus. Aujourd'hui, l'autre travail que nous faisons, c'est de conscientisation des masses, des peuples. Il va falloir que les gens passent à autre chose. Je vais chuter en disant ceci. Nous savons tous que en Afrique, c'est le peuple qui a le pouvoir. Je pense que aujourd'hui, au Congo, la dernière élection, il avait Vous avez 88% de suffrages valablement exprimés. beaucoup de choses. Je crois que le président Denis Sassou Nguesso a montré qu'il voulait ouvrir le Congo à d'autres horizons. Et je suis convaincu que les Congolais le comprennent. C'est pour ça que toutes ces petites manigances qui sûrement sont le fait d'une puissance que je n'ai même pas envie de citer ici, ne peuvent pas prospérer. D'accord. Alors, je vous retrouve et on parle de cette stratégie de l'opposition. Je rappelle effectivement qu'il y a ce dialogue politique pour la paix et l'unité qui est donc engagé depuis, je crois, depuis lundi. Il va d'ailleurs se refermer demain, très loin de la capitale Brazzaville. Est-ce que vous avez l'impression, Rotlan, que depuis la disparition de Gébrice Parfait Kolélas, on a du mal aujourd'hui à pouvoir structurer d'abord cette opposition-là, mais également être capable d'imposer ce rapport de force, effectivement, aujourd'hui au président sortant. Que vaut finalement cette opposition qui a du mal véritablement à parler d'une même voix aujourd'hui? Bien, vous parlez de l'opposition, vous avez commencé par citer M. Gébrice Parfait Kolélas, paix à son nom, une personnalité dans ce pays, une personne qui s'est engagée avec dynamique et volonté pour proposer tout ce qu'il pouvait donner pour la République. Dommage que le temps ne l'a pas permis de vivre longtemps. Et tout est à mon avis l'a emporté. Mais l'opposition se résume sur plusieurs plateformes, plusieurs partis politiques et tous au niveau de la République. Il est représenté au Parlement par l'UPADES à travers le président Tsatsi Matera. Et aujourd'hui, avec le dialogue qui se passe au niveau de Tombala, le site de la ville, où on a rassemblé les acteurs politiques de divers horizons, parlant de l'opposition dans son ensemble et avec les candidats indépendants comme indépendants qui se sont engagés à aller au dialogue pour parler également du déroulement de l'élection présidentielle, des conditions pour lesquelles nous devons essayer de diriger à ce que s'il y a changement ou engagement dans le process, que tout se passe dans l'ordre et la démocratie. Cet engagement où nous voyons les grandes figures de l'opposition qui se retrouvent pour dialoguer et donner leurs opinions, donner leurs avis sur l'organisation, la conception, le fonctionnement et la coordination de ces prochaines échéances électorales. Nous voyons aussi combien de Congolais n'est pas d'abord orienté vers la critique, mais plutôt la mise en forme d'une vision plus éclairée, plus claire pour visualiser l'avenir ensemble. Moi, derrière, quand j'ai vu la photo de famille, j'ai vu dans les interventions sur les médias avec certaines grandes figures de l'opposition, dont certains sont candidats, d'autres non. Je me suis dit, c'est le Congo que nous voulons. Où, malgré les critiques, malgré des avis contradictoires, nous nous retrouvons pour mettre en place des perspectives d'un avenir meilleur. Et c'est de là où j'ai commencé à apprécier que les ingérences étrangères dans tel processus ne comprennent pas la dynamique qu'il y a en réalité dans la République.
Moi, je dirais également aussi, l'ingérence étrangère prend de l'ampleur par rapport à ceux qui sont naïfs, ceux qui ne comprennent pas les enjeux. Prenons le cas d'abord de l'image de la personnalité du président. C'est aujourd'hui considéré comme un grand médiateur de la République, et j'en vais demander ici à la Christine Lévadi, un grand médiateur de la République, un grand médiateur de l'Afrique et un grand diplomate dans le cadre de représentativité de l'Afrique et de tous ses engagements. Nous avons vu quand il s'est engagé sur les questions du Libye, nous le voyons sur les questions de la RPA, nous le voyons sur les questions de l'Angola, nous l'avons vu sur les questions de la RDC, et nous le voyons dans tous les sphères économiques, tant que politiques et sociales. Mais nous devons, en notre faveur, essayer de voir notre façon d'apprécier les échos et les icônes négatives qui viennent des structures internationaux, qui ne comprennent pas les réalités locales, qui ne voient pas dans quel contexte nous sommes pour pouvoir émettre des politiques. Parlant des opérations qui vont communes, nous avons vu combien les ONG se sont acharnés pour critiquer. Mais en réalité, ils ne sont pas là lorsque ces derniers font des œuvres négatives pour la communauté, la société, le milieu urbain. Mais lorsque nous prenons des décisions pour faire face à de tels événements, c'est là où nous sommes automatiquement. Mais je pense que le dialogue qui se passe actuellement avec Dambala montre combien nous sommes unis pour aller vers des élections libres et indépendantes et à chacun de proposer. Nous pouvons dire aussi, lors de cette intervention, j'ai toujours beaucoup de points comme ça, lors de cette intervention, nous avons dit que non, les élections sont gagnées d'avance, c'est ce que les docteurs les élections ne sont pas gagnées d'avance. C'est comme une compétition de football. Les équipes les plus fortes ont trouvé des points plus élevés. Mais par surprise, on peut avoir des changements. Ces changements dépendent de l'engagement, de la détermination de celui qui arrive avec des propositions, en particulier dans ce cas politique. S'ils arrivent de bonnes propositions qui vont conquérir la population, alors les urnes décideront. Et si nous croyons que les urnes sont structurées de manière à ce que l'on perde, il y a des mesures pour anticiper cela, pour dire que dans la coordination, moi en tant que candidat, il y a telle représentativité que je souhaiterais que je puisse, et on puisse veiller à cela pour l'équilibre et les résultats que nous attendons. Donc, dans le contexte ici, je dirais plutôt que le dialogue est une affaire positive que nous devons essayer de suivre de près pour voir quels sont les résultats pour visualiser ensemble l'avenir de notre pays. Avant de mettre beaucoup de critiques contre des spéculations qui n'ont pas de fondement. Docteur Achille, que je donne la parole, bien entendu, autour de cette démarche, de cette concertation qui est donc initiée par l'ensemble, en tout cas, de la majorité des formations politiques engagées dans le cadre de ce scrutin à venir du côté du Congo-Brazzaville. Alors, quelle peut être finalement la plus-value d'une telle démarche, docteur? Chose de pouvoir... Vous m'entendez? Parfaitement, docteur. Oui, c'est toujours une bonne chose de pouvoir se concerter, n'est-ce pas, notamment dans le cadre, n'est-ce pas, d'une élection qui arrive, parce qu'effectivement, il faut que le pays existe après l'élection, voyez-vous. Donc, on va pas se déchirer parce qu'il y a une élection, il faut quelqu'un qui doit gagner, etc. Donc, non, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, évidemment, tout ceci se fait dans l'honnêteté, ça doit se faire dans l'honnêteté, dans une certaine honnêteté, même si on a des divergences sur la marche du pays, on peut avoir des socles communs qui évitent que le pays ne sombre n'est-ce pas, dans le chaos après l'élection. On sait ce qui est arrivé dans plusieurs pays, n'est-ce pas, et c'est toujours déplorable des pertes de vies humaines, en vies humaines, après les élections. Mais ça suppose effectivement que les partis qui compétissent, n'est-ce pas, aient un minimum d'agrément, notamment sur le code électoral, sur la manière de conduire l'élection, pré-élection, et pendant l'élection et post-élection. Donc, toutes ces étapes-là doivent être faites de façon coordonnée, de façon, n'est-ce pas, consensuelle. C'est ça le mot en général. Bon, maintenant, est-ce que c'est le cas? C'est souvent là où on a des problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont déjà gagné avant l'élection, d'autres qui pensent que non?
Il y a déjà des fraudes même avant l'élection. Vous voyez, donc c'est toujours une compétition assez compliquée, assez difficile. Et il y a des intérêts extérieurs. On a parlé de la France, notamment tout à l'heure, qui ne souhaite pas que M. Sassou Nguesso continue à la tête de l'État parce qu'il a fait 40 ans déjà de pouvoir, etc. Donc la France a peut-être ses soutiens internes là-bas qui pourraient lui faire, lui être favorable, n'est-ce pas, en termes de protection de ses intérêts. Voilà, donc, alors, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a plusieurs autres pays, vous voyez, qui essayent de pouvoir gagner des parts de marché en Afrique et dans nos pays. Mais nous, en tant que je veux dire, citoyens de ce pays-là, nous devons être toujours garder en tête que ces gens-là viennent pour leurs intérêts et nous ne devons pas passer leurs intérêts avant les nôtres. Donc, les nôtres sont d'abord les plus importants. C'est pour ça que je disais tantôt, en tant que panafricaniste, il faut véritablement aimer son pays et travailler avec, n'est-ce pas, de façon honnête, parce que c'est ça. Quand il n'y a pas de confiance, rien ne peut fonctionner. Quand la confiance est là, quand les textes sont là et que tout le monde est confiant que les textes vont être respectés, quels que soient les résultats, eh bien, ça évite énormément de chaos qu'on a observé. Mais lorsque on observe une certaine propension à pouvoir tricher ou à pouvoir prendre avantage sur les autres, notamment par des méthodes, bien par des techniques, n'est-ce pas, qui sont très peu recommandables, eh bien, écoutez, ça crée évidemment des tensions et ça peut arriver à des points où on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on fait ces élections. Donc, vraisemblablement, c'est une bonne chose qu'il y ait ce genre de débat, de rassemblement, de conversation, de convergence. Moi, je crois que c'est bénéfique pour le pays. Alors, davantage autour de ce dialogue politique avant la présidentielle qui s'est ouvert donc dans le centre du pays, précisément à Djambala, est-ce que ça peut être finalement une forme de bouclier face à des manœuvres, en tout cas, peut-être pas de déstabilisation, mais de crise post-électorale? On en a connu effectivement du côté du Cameroun il n'y a pas longtemps. Oui, vous savez, une élection encore présidentielle, faut le dire, c'est pas une mince affaire. Ça demande que toutes les composantes du pays se mettent ensemble, réfléchissent. On va demander tout à l'heure à Kout si toutes les composantes sont effectivement convoquées. Il y a le cas du pasteur Toumi qui est régulièrement convoqué présenté comme étant un levier potentiel d'une véritable déstabilisation du pays, si jamais il a pris part également à ce dialogue politique. Il faudrait que, ça c'est l'idéal, il faudrait que toutes les composantes du pays se mettent ensemble pour justement parler de ce qui les divise bien avant l'élection. Parce que parfois les gens bavardent, racontent toutes les histoires, mais ils ne sont même pas d'accord sur ce qui les divise. C'est ça le véritable problème. Le manque de dialogue fait en sorte qu'on ne soit pas d'accord sur rien. On n'est pas seulement d'accord. On s'oppose pour s'opposer. Oui! Puisqu'on est opposant. Justement. On va là pour élire un chef d'État. Celui qui va présider aux destinées de tous les Congolais, de tout le pays, pendant, je crois, encore 5 ans. Il faut qu'on soit d'accord sur nos divergences et sur nos convergences. Et là, après, justement, cette grand-messe, on va retrouver un centre d'unité qui est au-dessus de toutes nos diversités divergentes. C'est ça le véritable problème. Parfois, on n'est pas d'accord sur tout. Mais
Tu n'es pas d'accord sur quoi? On ne sait même pas sur quoi on n'est pas d'accord. C'est ça le véritable problème. Je pense que c'est pour ça que un homme averti, le président Denis Sassou Nguesso a fait en sorte que ces assises nationales se tiennent. Pour que même si on veut d'abord bagarrer, qu'on bagarre d'abord et qu'on soit d'accord que comme on a déjà suffisamment bagarré là, en allant aux élections, qu'on trouve quelqu'un qui, c'est-à-dire qui soit quand même pas peut-être l'émanation de la volonté de tout le monde, mais du maximum de la volonté des Congolais. C'est ce qu'on recherche. Nous devons savoir que élire veut dire déjà faire un choix. Et aucun choix ne peut faire l'unanimité. Mais quand nous sommes déjà d'accord sur nos divergences, ça fait en sorte que quand on va aux élections, si je te gagne, les crises post-électorales seront fragiles, seront amoindries. Mais quand on laisse les frustrations, on accumule, on refuse de s'asseoir autour d'une table pour parler franchement. Je suis d'accord que j'ai vu certaines vidéos par moment où, autour d'une table, tu vois les gens prendre des chaises bagarrées. Oui. C'est normal que, à ce moment, qu'on ne soit pas d'accord sur tout. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle chez les Bantous la sagesse. Ça veut dire s'asseoir le soir avec toute sa famille et parler. Vous ne pouvez pas prétendre être le chef de famille, mais vous n'appelez pas tout le monde au moment du partage du sanglier qu'on a tué au village. Vous ne pouvez pas le faire. Mieux vous appeler et que la personne ne vienne pas prendre sa part, c'est une chose. C'est de ça qu'il est question. Et je pense que cette démarche, c'est une démarche pacifique, qui est même un cas d'école, que les autres qui n'aiment pas le dialogue peuvent copier. Parce que, voyez-vous, les gens, certains sont tellement sûrs de gagner qu'ils ne pensent pas parfois à appeler même ceux qui sont sûrs de perdre à venir s'asseoir avec eux. Est-ce qu'a d'ailleurs dénoncé tout à l'heure Achille que dans sa prise de parole? Oui, parce que vous devenez président de tout le monde, de tous les Congolais. Donc même ceux qui sont déjà sûrs de perdre, vous serez leur président. Et il ne faut pas les mettre, il ne faut pas les écarter. Il faut les ramener. Je pense que c'est ça l'idéal de la gestion d'un président qui comprend les mécanismes du panafricanisme. Parce que chez les panafricanistes, le pouvoir n'appartient pas au président. Le président, c'est un instrument de la volonté du peuple. C'est-à-dire, c'est un instrument qui est là pour mettre en musique la volonté du peuple. Parce qu'il sait que il détient le pouvoir du peuple. Et qu'à tout moment, justement, le peuple peut le démettre. C'est ça qu'on appelle le panafricanisme. Et donc, aujourd'hui, les gens vont dire, oh, ne dites pas qu'il est... Mais ça, dès qu'un président, vous allez voir à l'AES, ils le savent. D'ailleurs, c'est le principe pour intégrer l'AES.
C'est-à-dire, il faut d'abord que vous soyez en odeur de sainteté avec votre peuple. D'ailleurs, même c'est votre peuple qui demande l'adhésion à l'AES. C'est pas vous-même. Donc vous comprenez que peut-être mal compris dans son pays, parce que je ne dis pas que ce qui est vrai dans la Bible l'a toujours été partout, mais je dis que le prophète n'est pas parfois respecté chez lui. Et je pense que le président Denis Sassou Nguesso, à travers ses assises, à travers cet acte, a été peut-être très mal compris, mais pour construire, il faut réunir. Si vous savez, si vous n'arrivez pas à unir, il faut que vous construisez un de ces 4 matins, ça va chuter comme un château de cartes. Merci à vous. Alors, j'aimerais savoir si des informations pertinentes que vous avez, on est rassuré de ce que l'ensemble, notamment des forces politiques du côté du Congo, sont représentées effectivement à ce dialogue politique. Je pense effectivement au pasteur Toumi. Je dirais que dans l'ensemble, il y a des forces politiques qui sont représentées au niveau du combat. Revenons sur le cas pasteur Toumi. C'est vrai que le pasteur Toumi qui dépend de la figure politique au niveau local. Ah bon, ouais. C'est une zone militarisée dans le pays. Je ne dirais pas au niveau local, je ne dirais pas que cette représentativité découle sur le pays du pasteur Toumi. Et lorsque nous voyons la situation en termes de population, le pool ne représente à moins de 500 000 habitants. Et une représentativité forte de son parti, le CNR, est à justifier au niveau interdépartemental. Et le pasteur féminin, je ne le vois pas comme une figure représentative majoritaire de l'opposition. Il y a des partis plus forts, plus dynamiques, mais ce qui lui donne assez de caution, c'est sa méthode. Je suis là en train de parler des choses de manière réaliste. Sinon, le candidat élu, supposant qu'il soit candidat, face à un Kindi Kiamburu, ou bien je prends encore le cas de Tchaki Madiala, ou bien de Koji Monari, je ne vois pas dans le cadre national qui ont ressorti gagnant. Et je ne crois pas vraiment. Mais son engagement et sa détermination en tant que personnalité disposant des moyens de dissuasion et de faire peur à la population, faire en sorte qu'ils puissent se croire aussi fort pour aller défier la réalité en disant qu'il peut être des candidats et bien une figure de l'opposition. Ça, c'est une critique que je donne comme ça. Je pense qu'il a besoin de faire de manière minime. Monsieur Toumi ne s'est pas présenté aux élections présidentielles. Monsieur Toumi je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de preuves qui s'est représenté au niveau du Tambala pour donner voix et une heure pour la structuration de campagne électorale qui viendra. Je ne l'ai pas vu se porter en soutien de quelconque candidat, bien qu'il y ait d'autres candidats qui se sont présentés, soit de l'opposition, soit des partis indépendants. Au niveau des Tambala, nous avions la majorité de l'opposition qui s'est réunie pour veiller à ce que les choses se passent dans les normes et dans le respect des textes légaux et des structures qui doivent veiller à ce que tout soit organisé pendant que nous serons en train de s'affronter sur la réalité terrain avec les campagnes électorales jusqu'à l'élection du président. Est-ce que l'ouverture du Congo aujourd'hui vers un monde multipolaire ne peut-il pas
cette ouverture ne peut-elle pas suffisamment amoindrir ou alors éradiquer aujourd'hui les risques d'un véritable contrôle de ce processus électoral de la part de Paris qui veut à tout prix véritablement miser sur une succession du président Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez convoqué tout à l'heure, les enjeux s'entremêlent au niveau du Congo, la Russie, tout aussi la Chine qui est un partenaire économique assez stratégique aujourd'hui au Congo. Est-ce que le fait d'avoir réussi cette ouverture des partenariats ne réduit pas sa plus simple expression aujourd'hui les capacités de Paris à vouloir phagocyter véritablement la volonté du peuple souverain congolais? La question est à vous, docteur Achilleke. Ok. Ben, écoutez, qu'est-ce que la France... Ah, mais quand je parle de France tout le temps, ça me fatigue, ces gens. Parce qu'ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas changer leur méthode. Et c'est triste, quoi, de voir un pays comme ça qui ne compte que sur, n'est-ce pas, des ressources obtenues gratuitement de ses anciennes colonies. C'est déprimant, quoi. Je pense que le Congo a le droit de diversifier ses relations avec qui il veut, c'est tout. Tous les pays du monde diversifient leurs relations avec qui ils veulent. Pourquoi est-ce que la France peut empêcher, peut ne même pas, peut voir d'un mauvais œil que le Congo puisse diversifier ses relations avec les pays du BRICS? Quel est son intérêt à vouloir que les populations du Congo restent dans la misère? Est-ce que quelqu'un peut se réjouir de la pauvreté des autres? Est-ce que c'est moralement acceptable, ça? Les gens sont dans une pauvreté abjecte. Ils veulent sortir de là. Ils essaient de trouver les moyens, les opportunités. Mais vous êtes là-bas, ça ne vous concerne pas directement, mais vous êtes jaloux, vous êtes envieux, vous n'êtes pas content. C'est malsain. C'est malsain. C'est extrêmement malsain. Donc, je crois que c'est... Vraiment, je ne voulais pas dire trop parce que je risque d'aller dans des débordements que je souhaiterais. Le Congo a le droit d'avoir des relations, de nouer des partenariats d'affaires avec qui il veut sans la permission de qui que ce soit. Ça, c'est clair, c'est ça qu'on appelle l'indépendance, c'est ce qu'on appelle la souveraineté d'un État. Et la France elle-même, n'est-ce pas, ne ferait pas différemment si elle était à la place du Congo. Voilà, donc, ceci dit donc véritablement, le Congo doit chercher des partenaires avec qui ils vont faire du gagnant-gagnant. Parce que c'est ça, il ne faut pas avoir des partenaires pour le partenariat également. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la fumée, n'est-ce pas, mettre de la fumée aux yeux des Congolais en ayant des partenariats dont on ne tire vraiment pas, n'est-ce pas, profit, véritablement. Donc, il faut que ces partenariats soient négociés, n'est-ce pas, sur une base claire et nette, comme les pays de l'AES le font. C'est-à-dire qu'ils ont des principes qu'ils ont posés, n'est-ce pas, le respect de leur souveraineté, le respect de leur choix, n'est-ce pas, et le fait qu'ils ont la liberté de choisir leurs amis, leurs partenaires, sans que vous n'interfériez dans leur choix, n'est-ce pas, légitime et n'est-ce pas, de partenariat ou de partis avec qui ils doivent commercer ou faire des affaires. Ce n'est pas à vous de leur dicter, n'est-ce pas, le choix qu'ils doivent avoir. Et la réciprocité doit être également un principe qui, n'est-ce pas, est un principe qui est également très respecté dans le pays de l'AES. Notamment, vous prenez une décision contre l'AES, il faut la même chose contre vous. Il faut vous attendre à cela. C'est ça qui force le respect. On a vu les États-Unis essayer d'imposer 10 000 $, n'est-ce pas, des frais de visa pour le Mali. Le Mali a répliqué, le lendemain, la décision a disparu. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on impose le respect. N'est-ce pas? Les pays de l'Union européenne ont refusé de reconnaître l'AES quand il s'est formé. Mais les gens, ils n'ont pas perdu leur temps à vouloir poursuivre une certaine reconnaissance. Ils ont continué à travailler. C'est ces mêmes pays-là qui sont revenus tout seuls, disent qu'ils reconnaissent l'AES aujourd'hui et qu'ils veulent renégocier, veulent partir sur une base différente, etc. La France, pareil. L'Union africaine, pareil. N'est-ce pas? La CEDEAO, pareil. Vous voyez? Vous forcez le respect. Ce qu'ils font force le respect et c'est ça. C'est pour ça que je dis que nous devons tous copier ce qu'ils se font là-bas, ce qu'ils font là-bas, parce que c'est comme ça qu'on se fait respecter, c'est comme ça qu'on montre aux uns aux autres que non, je suis un État indépendant, ce n'est pas simplement en le disant, parce que ça permet de sauvegarder des intérêts égoïstes et individualistes dans nos pays,
n'est-ce pas, de nos politiciens, mais il faut que tout le peuple soit impliqué dans ce processus et qu'on sache que si vous nous attaquez, eh bien, nous allons répliquer. Quelle que soit la méthode que vous nous attaquez, que ce soit des sanctions, que ce soit, n'est-ce pas, en tout cas, quelle que soit la méthode, nous allons répliquer de façon simultanée, de façon similaire. Comme ça, nous allons tous souffrir ensemble. Vous me taxez 20%, je vous taxe 20%. 50%, je vous taxe 50%. Vous mettez des droits de douane de 70%, je mets 70% également pour le vote. Comme ça, on est tranquille. Quand ça me fait mal, ça vous fait mal également. Maintenant, au niveau du rapport de force, au niveau des intérêts, ça, c'est une paire de manches parce qu'effectivement, dès que ce principe est appliqué, maintenant, il va falloir diversifier ces relations. C'est pour ça que la diversification des relations doit être stratégique et non intéressée. Elle doit être stratégique, c'est-à-dire que vous ne permettez pas à un partenaire, n'est-ce pas, quand vous regardez les relations que vous avez avec vos partenaires, vous savez que vous êtes trop dépendant d'un partenaire, notamment dans la vente de vos produits, quel que soit le produit, eh bien, il faut essayer de diversifier, n'est-ce pas, vos partenaires de façon que ce produit que vous vendez à un partenaire principal, là, il faut que vous diversifiez, que vous vendez ce produit à d'autres partenaires de façon à réduire l'impact, n'est-ce pas, de ce partenaire principal sur votre économie, n'est-ce pas, notamment sur le plan financier. Parce que si ce partenaire décide de vous frapper, n'est-ce pas, les tarifs comme Trump est en train de faire à tout le monde, mais vous allez périr, vous allez souffrir parce que vous ne pouvez pas faire la réciprocité, parce que sinon, ce sera à vos dépens. Donc, c'est ça l'intérêt de la réciprocité, c'est l'intérêt de la diversification des partenaires. C'est pour ne pas dépendre n'est-ce pas, soit d'un client ou alors, n'est-ce pas, d'une entité unique, n'est-ce pas, par rapport à vos recettes, par rapport à votre économie. Donc, c'est pour ça que on continue à dire que le Congo dépend énormément du pétrole et que ce n'est pas une bonne chose, il faut diversifier. Les efforts sont faits dans ce sens, c'est appréciable, mais il faut aller vite, il faut aller encore plus fort pour que le pétrole ne soit pas, n'est-ce pas, le talon d'Achille du Congo. Voilà. Merci. Alain, également sur cette question, Paris qui mise donc effectivement sur une alternance, forcément pas sur une alternative, mais sur une alternance à la tête de l'État congolais, au moment où les enjeux, les intérêts semblent finalement être divergents au sein de ce même pays. Est-ce que cela ne sera pour le bien du Congo dans la dynamique de sa stabilité? Depuis quand un pays qui est même dans un autre continent s'intéresse tant à un autre pays qui est en train de préparer ses élections présidentielles et qui voudrait que tel ou tel autre soit gagne l'élection. La France, le chien ne peut pas changer la façon de s'asseoir. Apparemment, ils n'ont pas encore compris. Mais je croyais que après la gifle, je vais dire les gifles des pays de l'Alliance des États du Sahel, ils devaient quand même faire une sorte d'introspection pour voir comment ils peuvent revenir. Mais ils sont toujours dans la manipulation. Ce qui ne peut plus marcher aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est devenu comme une maison en verre. C'est-à-dire, vous êtes dedans, vous dansez, quelqu'un qui passe dehors, il vous voit. Vous êtes dehors, pendant que vous dansez, celui qui est à l'intérieur vous voit. Rien ne se cache plus. Et je crois que le président Denis Sassou Nguesso a vu ça venir. C'est pour ça que il a fait un appel très doux à la Russie comme partenaire. Et je suis même sûr que ces problèmes commencent du moment où il amorce, en tout cas, il amorce justement cette démarche-là. Mais la fidélité dans les rapports entre les pays est morte.
Surtout quand elle n'est pas une fidélité qui est basée sur le respect et le respect des intérêts des uns et des autres. Quand c'est une fidélité captative, une fidélité qui mange, qui t'avale, qui te phagocyte, c'est pas une fidélité. On ne peut pas rester dans ce genre de fidélité. On n'est même plus dans la fidélité. On ne vit plus. Mais c'est ça. Et c'est ce genre de fidélité que la France aime. C'est-à-dire, tu n'as même plus jamais essayé de dire bonjour à un autre partenaire. Tu lui es fidèle. Là, elle va te faire le chantage tous les jours. Tu vas tout lui donner. Chaque élection qui arrive, on doit te faire le chantage pour hausser les enchères. Et là, justement, on t'enlève, c'est-à-dire, on te montre que ce n'est plus ton peuple qui te met au pouvoir. C'est-à-dire, on vole le pouvoir du peuple et on te fait croire que, comme tu es là, ton peuple peut te voter. Mais si nous, on décide de t'enlever, on va t'enlever. C'est donc, il voulait, la France voulait continuer, ou alors il voulait placer le président de Sassou Nguesso dans ce registre de pantins, de présidents pantins qui n'ont aucune légitimité populaire, qui ne sont là que pour le fait d'un autre pays. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et surtout, quand vous savez que vous n'avez pas la légitimité, vous êtes fragile. À tout moment, on peut même, c'est-à-dire, pour vous renverser, on prend même un bandit. C'est pas très fort. Mais je vous dis la vérité, c'est ce qui se passe. On peut même un bandit, on dit que c'est pour ça qu'à un certain moment, je dis que je pense que la démocratie, c'est une affaire qui est... Même les cancres peuvent s'associer et lire le premier des cancres et renverser même ceux qui... Oui, s'ils sont plus nombreux. Donc, normalement, c'est ce qu'on veut faire au Congo. On veut fragiliser un président qui est là, qui a réussi à stabiliser beaucoup d'équilibre. Vous ne savez pas ce que les présidents, surtout en Afrique centrale aujourd'hui, jouent comme ça, jouent pour qu'il y ait cet équilibre que nous voyons. Mais il y a des courants énormes qui passent par là. Mais avec leur sagesse, ils arrivent à équilibrer, à esquiver certains qui sont là, ils esquivent, ils savent comment ils peuvent manager. C'est ça. Et on veut maintenant nous mettre quelqu'un, un pantin au Congo, qui va venir encore fragiliser tous les équilibres qui sont là. Donc, de toute façon, le peuple congolais, c'est un peuple mature. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est un vieux président. Il sait comment on prépare une élection. Il a fait les assises. Tout à fait. Ces assises-là, Dialogue politique. dialogue politique, ces assises-là sont le début, justement, de cette élection. Le point de départ de cette élection, c'est ça. Le plus important. Maintenant, nous allons aux élections. Ça va se passer comment? Voilà. Ça va se passer comme ci, comme cela. Qui est candidat, qui ne l'est pas. Les urnes vont parler. Et il faudrait qu'à la fin, que tout le monde respecte
les résultats. C'est ça le but de ce dialogue politique. Maintenant, si la France veut continuer à faire la drague, bon, c'est permis, hein, mais c'est qu'aujourd'hui en Afrique, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, quand vous revenez avec respect. Revenez en sachant que celui vers qui je vais est quelqu'un comme moi. Ne venez pas avec condescendance. Ne venez pas avec sauvagerie. Ne venez pas avec la roublardise. Ça ne pourra pas marcher. Et je suis très sûr que la France a déjà cassé le nez de ce côté, du côté du Congo. Parce que ce qu'elle a pensé faire, monter des bandits pour pouvoir d'abord venir crier que les droits de l'homme. Maintenant, je sais qu'elle va susciter certainement des candidatures de ce côté-là. Il y en a 6 déjà. Voilà. Elle va susciter donc des candidatures comme ça. Ça allez vous demander même que celui-ci, depuis quand il sort d'où? Tout. Certains même, peut-être qu'ils ont déjà été dans l'appareil de l'État, qui deviennent des vrais opposants. Vraiment, ils tirent à boulet rouge sur le président qui est là. Alors qu'il les avait nommés hier. Dès qu'il les enlève, il devient très mauvais. C'est la même chose, c'est la même rengaine en Afrique centrale. Vous n'avez même pas besoin de faire les recherches. C'est le même disque, c'est le même fonctionnement partout. D'accord. On se demande si nos parents étaient les mêmes. Vous savez, on a eu le même père, la même mère. Rodelin, on vous écoute pour sortir de cette réflexion. Là, il y a donc véritablement, on va dire, un foisonnement des puissances étrangères qui se rencontrent, qui se rencontrent au cœur donc du jeu politique sur place du côté de Congo-Brazzaville. Est-ce que la France a la capacité aujourd'hui à phagocyter véritablement la volonté du peuple souverain congolais? Bon, moi, je dirais qu'il n'y a pas de morale sur les questions d'intérêt. Vraiment, je serais direct pour dire ça. Il n'y a pas de morale sur des questions d'intérêt. L'ingérence étrangère et la manipulation des politiques locales est une preuve pour laquelle nous marchons dans un monde qui est dirigé par des mafieux et des gangsters qui essayent de trouver des moyens pour vous démontrer que nous aurons la force de vous déstabiliser quand il le faut et de la manière qu'il le faut en utilisant les manières les plus élémentaires qui manipulent nos jeunes sur des questions basiques du manger et du quotidien. Et de là, quand ils font cette démonstration, ils essaient de vous dire que nous avions la possibilité de vous atteindre de l'intérieur. Et en partant de l'intérieur, nous vous déstabiliserons au sommet. Et ils mettent en place des mesures de propagande, des mesures de manipulation, d'opinion. Dites-moi un seul état où, au niveau des critiques internationaux, on peut dire que on a dit que le président, si le président tel, gère bien la situation de d'un pays. Non, il n'y en a pas. Il y a toujours des points de critique. Mais c'est pour dire que non, l'homme, ou peu importe l'organisation ou l'institution, rien n'est parfait. Il faut toujours parfaire le chemin, ensemble, avec les engagements, pour aller jusqu'à ce résultat super. Les questions des défenses étrangères, nous devons plutôt essayer d'inculquer dans notre jeune génération, de notre jeunesse, comment est-ce qu'il faut rester à cette arme qui est très puissante, qui est la propagande. La force de l'ingérence étrangère dans nos politiques intérieures, c'est la propagande. Nous sommes tous lancés sur les réseaux sociaux. Mais qui contrôle les réseaux sociaux? Qui contrôle nos données?
il informe directement le jeune lambda assis à la maison. Nous constatons que les réseaux sociaux sont les points de communication les plus suivis aujourd'hui par la jeunesse. Mais comment nous faisons pour avoir le contrôle dessus? Moi, je félicite aujourd'hui une jeune plateforme qui naît, qu'on appelle Afrique, une jeune plateforme panafricaine qui essaie de mettre en place un réseau social destiné à la jeunesse africaine et qui est totalement panafricain. Parce que dans le processus de communication, une information qui se répète, qui se réunit, qui se transmet quotidiennement, que vous soyez d'accord ou pas, à un moment donné, ça rentre dans votre subconscient. Ça s'installe et ça commence à prendre le dessus sur vous. Et c'est ça, les forces de l'ingérence étrangère dans nos milieux. Ils essaient toujours de trouver des failles pour déstabiliser le moral des personnes engagées dans leur détermination pour amener vers un but. Que faut-il faire pour faire face à ce genre de choses? Comment faut-il rappeler à un mafieux que ton arme de dissuasion, je le connais, et mon équipe derrière, ma population derrière, a compris ta vision, a compris tes enjeux. Nous ne nous laisserons pas manipuler, nous allons aller de là. Merci. C'est de là où il faut partir. Faire face à ces échos, à ces rumeurs, à ces spéculations et rejeter toute leur force de manipulation, de propagande derrière pour aller vers de l'avant avec détermination sur les engagements destinés à reprendre nos terrains publics. J'interpelle pour cela tous les candidats qui rentrent en jeu de ne pas faire preuve de s'attendre à ce qu'il y ait une ingérence étrangère pour créer de la passation. Commencez par convaincre votre population de vos projets. Commencez par vous engager dans une détermination où on pourrait se dire, voilà le candidat idéal. Mobilisons-nous, nos jeunes, pour aller voter et choisir le candidat de la forme, le candidat idéal qui représente la forme qu'il faut pour notre avenir. Je salue par là les dynamiques qui sont engagées pour orienter les jeunes à prendre conscience que leur vote compte. Leur vision est plus claire lorsqu'ils mettent leur point pour dire que j'ai choisi un tel. Peu importe l'issue, je serai gagnant. Voilà notre détermination pour résister aux armes étrangères ou de l'ingérence qui nous brisent de l'intérieur. Merci infiniment, vous, Rotlan Koud et Toka Beka. On n'ira pas plus loin que ces mots. Je rappelle que vous êtes visionnaire engagé pour l'éveil de la jeunesse congolaise, de l'excellence de l'engagement technologique dans votre pays. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Achille Leke. On dit également merci. Je rappelle que vous êtes expert en haute finance et PDG du groupe de Washington Valuation. C'est du côté de Washington aux États-Unis. Vous êtes par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages, mais également panafricaniste. Merci à vous pour votre disponibilité à renouveler Alain Billon, journaliste panafricaniste. Merci infiniment d'avoir été à des nôtres, le temps de cette réflexion qui sera faite. Merci à toute la partie technique. En tout cas, l'élection présidentielle est encore d'actualité du côté du Congo-Brazzaville. Très certainement, on vous reviendra avec peut-être un autre panel avec d'autres angles de réflexion autour de ce sujet majeur. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.